C'est l'heure de l'invité d'Eva Soto. Il s'agit de Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël. Et nous sommes donc, comme chaque lundi matin, avec notre invité chroniqueur Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin, comme chaque lundi sur Radio J. Alors, Itamar Ben-Gvir a été tensé par les Américains et les Jordaniens ce week-end pour s'être rendu sur le mont du Temple. Il a affirmé qu'il fallait montrer que le site appartenait à Israël. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, lui, a toutes les difficultés à organiser son prochain voyage à Paris. Leur position de défense absolue d'Israël et les difficultés que ça engendre pose une question, Denis, celle des limites de la force et des rapports de force en politique. Oui, effectivement, comment dirais-je, c'est une situation, je veux dire, qui est typique de notre monde contemporain. Nous sommes tous, quel que soit le bord, quel que soit le gouvernement, nous sommes tous experts en excommunication symbolique. Voilà. On le voit actuellement, celui qui donne le ton, c'est pas Bruno Le Maire, c'est Joe Biden, président des États-Unis, en disant que, non pas Smotrich, non pas Ben-Gvir, mais c'est Netanyahou qui n'est pas persona grata à la Maison-Blanche tant que la réforme n'est pas enterrée, tant qu'elle ne fait pas l'objet d'un consensus général. Ça fait partie aujourd'hui du vocabulaire diplomatique. On peut s'en féliciter, on peut le déplorer. On est là d'abord pour l'observer, pour le comprendre. C'est ce qui permet, vous savez, aujourd'hui, il y a, à tort ou à raison, de la part de l'opinion publique, une très grande exigence, en tout cas ça apparaît comme tel, de décréter avec qui on peut rencontrer, qui on ne peut pas rencontrer, etc. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi des intérêts contradictoires. Alors quand globalement le gouvernement français a des relations avec tous les gouvernements israéliens qui se sont succédés, c'est vrai que dans la conjoncture actuelle, depuis novembre dernier, depuis l'entrée d'Itamar Ben-Gvir de Bezalel Smotrich, et je dirais, parce que c'est ça qui me paraît ici significatif, c'est facile de jeter la pierre sur Bruno Le Maire ou sur le gouvernement français, mais il faut voir aussi ce que Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont fait. En général, quand on a une réputation sulfureuse, quand on est idéologiquement incorrect, et clairement Ben-Gvir et Smotrich le sont, eh bien on montre pas de blanche, on dit ça y est, ça c'était quand j'étais dans l'opposition, maintenant je suis ministre, donc je vais bien me comporter, et vous allez voir que je suis plus le même homme. Mais c'est pas ça qu'ils ont donné comme message. Le reproche qu'il aurait souvent fait, c'est qu'ils n'ont pas des consciences d'hommes d'État. Exactement. Je crois que c'est pas une conscience, je ne leur prêterai pas cette grande propriété-là, mais au moins d'avoir le réflexe, d'avoir la culture politique qu'on doit avoir lorsqu'on est un homme d'État, lorsqu'on est un ministre d'un gouvernement. Or, vous avez vu, Ben-Gvir s'est rendu déjà 2 fois sur le mont du Temple. Alors, en jouant sur une ligne rouge qu'il a franchie, qu'il n'a pas franchie, qu'il a transgressée, puisque les choses sont pas complètement claires, il n'a pas écrit, il a le droit ou c'est interdit. Mais ça provoque bien sûr des remous. Et concernant Smotrich, je vous rappelle quand même, après ce qui s'était passé à Hawara, lorsqu'après un attentat qui avait coûté la mort à 2 Israéliens, des habitants du village, de l'implantation d'à côté sont allés faire la razzia, faire du vandalisme, eh bien Smotrich avait ni plus ni moins déclaré que il avait donné sa bénédiction d'une part, et puis surtout il avait dit que le village de Hawara devait être effacé de la carte, sans compter la déclaration sur le peuple palestinien. Enfin voilà, tout ça fait que je dirais qu'on ne laisse pas beaucoup de choix au Premier ministre, enfin là en l'occurrence au ministre de l'Économie et des Finances, que de dire désolé, vous venez à Paris pour une réunion de l'OCDE. Parfait, vous serez bien entendu invité à vous asseoir à la table qu'on vous aura et au siège qu'on vous aura donné, mais non, vous n'allez pas faire de la récupération sur mon dos, parce qu'ils cherchent, en fait, il faut bien comprendre, Smotrich notamment, cherche d'un côté de rester fidèle et loyal à son discours, qu'on veuille ou non, qui est quand même extrémiste,
et ils veulent le tampon cachère du gouvernement français. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Denis Charbit, quand Donald Trump était au pouvoir, par exemple, lui aussi, il était idéologiquement incorrect et pourtant, il était reçu notamment à l'étranger. Donc la question qui peut se poser, c'est est-ce que les standards appliqués à Israël et à d'autres États en ce qui concerne la radicalité de dirigeants ou de ministres, est-ce que c'est différent de ce qui est exigé d'autres pays qu'Israël ? Alors, tout d'abord, attention, là, on parle du président des États-Unis, et c'est sûr que la fonction, c'est l'organe, si je puis dire. Il ne s'agit pas, Netanyahou était en France, reçu par Emmanuel Macron, pourtant, la réforme avait déjà été présentée, et vous voyez bien que, voilà, bien évidemment qu'il faut tenir compte de la fonction, il faut tenir compte aussi de l'environnement. Bruno Le Maire se fera un plaisir de recevoir un autre ministre d'Affaires étrangères ou du tourisme ou de quoi que ce soit. Bien sûr que ça fait partie du langage diplomatique. Et là, il n'y a pas de... On peut toujours trouver quelqu'un qu'on boycotte et un autre qui dira ah, bah alors pourquoi, si vous l'avez boycotté, pourquoi l'autre on ne le boycotte pas? Je veux dire, voilà, mais tout le monde l'en fait. Tout le monde fait son boycott, je dirais, et on s'arrange pour que ça touche un ministre, un autre ministre, mais que ça ne touche pas l'ensemble du gouvernement. Sur ce plan-là, la France respecte les règles internationales, elle reconnaît le gouvernement israélien, elle entretient des relations avec Israël, et c'est vrai qu'elle se permet, comment dirais-je, voilà, de faire, voilà, de laisser entendre que vous n'obtiendrez pas le tampon cachère que vous souhaitez, parce que c'est clair que Smotrich rencontrer le maire ou pas, il y a pas, c'est pas urgent. C'est uniquement pour qu'on puisse avoir une poignée de main, pour qu'on puisse avoir une photo et qu'on dise, voyez, je peux tenir les propos que je tiens et je reste impuni. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Et bien entendu qu'on peut trouver des exemples, je veux dire, regardez la Syrie, Assad, réintégré dans la Ligue arabe. Attention, il n'est pas encore invité en France, mais réintégré dans la Ligue arabe. Alors bien sûr que on peut toujours dire deux poids, deux mesures, etc. Mais il faut sortir aussi de cela et considérer aussi les choses comme telles. Non, le gouvernement français n'estime pas devoir aujourd'hui recevoir Smotrich, de la plus forte raison Ben Gvir. Est-ce que ce sera le cas dans 2-3 ans? J'en sais rien. Ça peut changer. Denis Charbit, venons-en à présent à une autre actualité qui fait la une politique en Israël, qui a trait aussi à ce fameux rapport de force qu'on interroge aujourd'hui avec vous dans la vie politique israélienne. C'est le vote du budget de l'État. Il y a des rumeurs de division, des tensions, on les connaît depuis presque toujours, sur les budgets alloués notamment au secteur ultra-orthodoxe. Alors comment ça peut se régler ? Bon, ça va se régler tout simplement parce qu'il y a un ultimatum. De ce point de vue-là, la législation est assez rude, puisque sans budget de l'État voté par la Knesset, le gouvernement démissionne aussitôt. On en a déjà eu une expérience lors du gouvernement Gantz-Netanyahou. Donc c'est clair que voilà, c'est de la gesticulation. On essaye au dernier moment d'obtenir, encore une enveloppe de plus, etc. Ce qui me paraît plus critique, et ça je pense que c'est important de le dire, c'est que ce que montre le budget actuel et l'intention de Netanyahou actuellement, eh bien, c'est pas de cesser de faire une distinction entre un élève orthodoxe et un élève laïque. C'est pas ça la vraie distinction. La vraie distinction qui existe dans tout le monde démocratique, c'est entre l'école publique et l'école privée. Alors, on n'est plus à l'époque, même de la Troisième République, où on disait à école privée, argent privé. Bien sûr que le public doit financer, mais à quelle hauteur? Et la règle aujourd'hui, c'est que quand on est dans l'école privée, on est financé à 75%. Quand on est dans l'école publique, l'école est financée à 100%. Et pourquoi? Je vais vous le dire, Eva, et c'est important que les auditeurs le comprennent. Pourquoi on fait cette distinction? Parce qu'il y a une règle qui s'applique à l'école publique qui veut que l'école publique ouvre ses portes à tout le monde. Elle ne peut pas dire à quelqu'un, toi tu me plais pas, toi t'es pas comme ceci, toi t'es pas comme cela. On ouvre les portes à tout le monde, des cancres aux meilleurs élèves. L'école privée, ce qui la distingue, ce qui la rend particulière, et c'est respectable qu'il existe une école privée, c'est que l'école privée se permet d'inviter les parents d'élèves en disant « toi tu me plais pas, toi je t'accepte, toi je t'accepte pas », et on estime qu'au nom de cette discrimination consentie, qui est avérée, qui est admise, eh bien, on estime que à ce moment-là, puisque vous n'êtes pas tenu de recevoir tous les élèves qui se présentent à vos portes, eh bien, l'État doit reculer. Eh bien, là, l'État va financer à 100%, et le pire, c'est qu'elle va financer également des écoles
dans lequel on n'enseigne ni l'anglais, ni les maths, ni l'instruction civique. Et on va pénaliser des jeunes orthodoxes qui seront privés de ce bagage élémentaire pour ensuite tout simplement sortir de la pauvreté volontaire dans laquelle beaucoup de familles orthodoxes se trouvent. Et ça, je dirais que c'est criminel pour aujourd'hui, mais surtout pour la croissance de l'État d'Israël en général et des orthodoxes en particulier. Denis Charbit, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci d'avoir été avec nous comme chaque lundi matin sur Radio J. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonne journée à vous. Merci.